Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission Nutrasantis. Nous sommes au mois de septembre et c'est la période de la rentrée. Un peu comme le 1er janvier, c'est aussi la période des bonnes résolutions. Pour cet épisode, nous allons parler de l'une des plus grandes résolutions qui est prise à chaque rentrée, c'est la reprise du sport. Je vais vous donner les clés pour rester motivé et améliorer vos pratiques. Je suis Michael Mansart, docteur en pharmacie et micronutritionniste. Installez-vous bien confortablement, on commence maintenant. Toujours la même rengaine lors de la rentrée. À chaque fois, les salles de sport sont comblées. Tout le monde s'inscrit et c'est bondé pendant 1 à 2 mois. Et puis après, on ne voit plus personne. Par contre, votre abonnement, lui, continue sa vie. Car, évidemment, vous êtes engagé sur 1 an. Donc, si vous vous inscrivez dans une salle ou un club, le but, c'est de ne pas abandonner au bout de 1 à 2 mois, mais de justement rentabiliser votre abonnement en choisissant bien vos activités et leur durée. Et c'est de cela qu'on va parler maintenant. Car je pense qu'on est à peu près tous pareils, et moi le premier. Quand on se donne un objectif, au début, on se donne à fond. On y va 3 à 4 fois par semaine, on se dit je vais tenir, et finalement, au bout de 3 semaines, on n'y arrive plus. Donc, la première question qui se pose, c'est combien de fois par semaine devrais-je faire une activité physique? Alors, moi je vous dis, il vaut mieux y aller tranquillement. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire des activités physiques. Dans ce cas-là, vous en faites 1 fois par semaine. C'est déjà bien, et cela va vous remettre dans le rythme. Et petit à petit, vous allez augmenter et passer à 2 fois, puis à 3 fois par semaine, ce qui est un bon rythme de croisière. Et les jours où on ne fait pas de sport, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on continue à bouger. Et oui, vous allez souvent me l'entendre dire. Pour vous motiver, vous pouvez avoir un podomètre et vous donner un objectif d'au minimum 5000 pas par jour. L'idéal, ça va être d'arriver jusqu'à 10 000 pas. Ça, ce sont les recommandations de l'OMS. Maintenant vient le choix de l'activité physique. Alors là, il y en a pour tous les goûts. Individuel, collectif ou un mix des deux. C'est à vous de choisir ce qui vous fait plaisir. Si vous êtes plutôt une personne solitaire, préférez pour débuter un sport individuel, tel que la marche ou la randonnée, si vous avez de la chance d'avoir de la nature auprès de vous. Même si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi courir, seul ou accompagné, sur une piste, sur la route, avec un casque sur la tête et une playlist dédiée au sport. Si vous êtes plutôt sport aquatique, la natation est un excellent choix pour la santé et peut être réalisée directement dans les piscines municipales, ou dans la mer ou l'océan. Dernière option, on a les salles de sport où vous allez pouvoir faire de la musculation ou du cardio. Et si vous préférez les sports collectifs, alors là je peux vous conseiller le foot, le hand, le water polo, le basket, bref, vous avez le choix. Et à mi-chemin entre le sport individuel et collectif, je peux vous conseiller les cours dédiés dans une bonne salle de sport. Alors choisissez bien vos salles, pas de cours collectifs avec des vidéos. Non, vous avez besoin d'un coach qui soit là devant vous pour vous motiver. Alors par exemple, dans les salles de sport, vous pouvez avoir le fameux cours de renforcement musculaire et qui concerne le centre du corps, c'est le cours de cuisses abdos-fessiers. Ça y est, c'est fait, vous avez trouvé votre activité. Avant de débuter, surtout si vous avez dépassé la quarantaine, si vous avez des problèmes de santé ou si vous fumez beaucoup, alors je vous conseille de voir votre médecin généraliste pour faire un bilan de santé complet et voir si l'activité que vous souhaitez faire est compatible avec votre état de santé. Typiquement, si vous avez de l'arthrose au niveau du genou, toutes les activités que l'on nomme à fort impact seront déconseillées. Il s'agit des sports comme l'athlétisme, les sports de balle, le running. On va partir alors sur des activités plus douces, généralement aquatiques,
qui vont permettre justement de bouger, de s'entraîner tout en préservant ses articulations. Ces sports-là, on les appelle les sports à faible impact. Et on va y retrouver le cyclisme, la natation, la marche. Parlons d'un point crucial. Vous savez, cet état d'esprit qui permettra justement de rentabiliser votre abonnement à la salle de sport, à la piscine ou votre club. Je veux parler de... Eh oui, de la motivation. Comment rester motivé? Décryptons ça ensemble et je vais vous donner des conseils pour y arriver. Alors pour cela, il faut se donner des objectifs, mais pas n'importe lesquels. Ils vont être de 5 sortes. Tout d'abord, il faut que vos objectifs soient mesurables. Enfin, si l'activité vous le permet. Typiquement, pour les adeptes de la course à pied, on va mesurer le temps de course ainsi que la distance parcourue à chaque séance. L'avantage aujourd'hui, c'est que vous avez de plus en plus d'applications pour votre téléphone qui sont là justement pour entretenir votre motivation, pour mesurer vos séances et pour les partager auprès de vos amis. Si vous faites de la musculation, vous pouvez opter pour un petit carnet de bord, papier ou encore via une application où vous allez inscrire votre séance avec le nom des exercices, le nombre de répétitions, le poids que vous avez soulevé et petit à petit, vous allez voir votre évolution. À côté de ça, il est important de vous fixer un objectif qui vous est spécifique. Vos objectifs ne sont pas ceux de vos amis et encore moins ceux que vous trouvez sur Internet. Si vous partez courir avec quelqu'un, votre constitution n'est pas identique à celle de votre voisin. Donc, gardez-vous des objectifs qui vous soient vraiment individuels. Sinon, ça va être la meilleure façon de se démotiver. Dans la même optique, l'objectif que vous allez vous donner doit être atteignable. Si vous commencez à courir, ne vous dites pas que vous allez réussir à faire un marathon au bout de 15 jours. Ça, c'est foncer droit dans le mur. Par contre, vous donnez un objectif de courir 20 minutes sans vous arrêter au bout de 3 semaines à un mois. Là, c'est déjà plus réalisable. Alors, on a parlé d'objectifs réalisables, atteignables, mais ils doivent être aussi réalistes. C'est-à-dire que le nombre de séances que vous allez dédier à votre activité physique par rapport à votre capacité physique doit être cohérent. Le pire qu'il peut y avoir, c'est d'être frustré parce qu'on n'y arrive pas. C'est la frustration par l'échec, et là, je vous dis pas, c'est une catastrophe. Vous allez commencer à vous dire que non, je ne suis pas capable, ça ne sert à rien. Alors donnez-vous des objectifs qui soient réalisables. Des petits objectifs au début, et après, vous augmentez. Et tout ça pour rebondir sur la dernière étape. Pour des objectifs clairs, il faut qu'ils soient inscrits dans le temps. Si vous vous dites, bon, mon but, c'est de courir 20 minutes sans m'arrêter, mais que vous ne vous donnez pas un objectif dans le temps, vous allez un peu traîner la patte et être moins motivé. Par contre, si vous vous dites, ok, dans un mois, je dois réussir à courir 20 minutes, là, ça va être plus motivant pour vous. Et surtout, quand vous allez arriver au jour que vous êtes fixé et que vous aurez vos 20 minutes de course dans les jambes, là, ça va être encore plus gratifiant. Et à partir de là, vous allez vous donner d'autres objectifs. Et ainsi, petit à petit, on va réussir à se motiver et à garder des habitudes d'activité physique. Car il faut savoir qu'on considère qu'il faut au minimum 21 jours pour acquérir de bonnes habitudes. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lors de l'effort, il est très important de s'hydrater. Je ne vous apprends rien jusque-là. Enfin, j'espère. Il faut compter 150 à 200 millilitres toutes les 15 minutes. En gros, ça fait un grand verre d'eau. Il y a une petite nuance là-dedans. Et cela va dépendre de votre type d'effort. Si vous êtes sur un effort modéré,
c'est-à-dire sans essoufflement, d'une durée de moins de 45 minutes, l'eau seule peut vous suffire. On va privilégier les eaux minérales qui, comme leur nom l'indique, sont riches en minéraux. Car lorsque l'on fait du sport, on perd à la fois de l'eau, mais aussi des minéraux. Deuxième cas de figure, si vous faites un sport intense, c'est-à-dire que vous êtes essoufflé avec beaucoup de cardio lors de la pratique, là, l'eau seule ne va plus suffire. Qu'est-ce qu'on va rajouter dedans? Des glucides simples, du sucre. Alors gravez bien ça dans votre mémoire, car je crois que c'est la seule fois où vous allez m'entendre dire ça. Rajouter du sucre. Mais pourquoi des glucides? Je vous explique ça tout de suite. Lorsque vous faites du sport, l'organisme va dépenser à la fois des lipides, c'est-à-dire le gras, et des glucides, le sucre, chacune dans une certaine proportion. Prenons une échelle de 0 à 100, qui va représenter l'intensité de l'activité physique. 0 correspond au corps au repos et 100 pour une intensité maximale. Entre 0 et 70%, nous allons utiliser essentiellement les lipides comme source d'énergie, un peu moins les glucides. À 70%, c'est kiff-kiff. Moitié glucides, moitié lipides. Et au-delà de ces 70%, et jusqu'à atteindre 100% d'intensité, et bien là, tout s'inverse et l'utilisation des glucides devient principale. Alors, vous allez me dire que c'est bien beau ces chiffres, mais moi, dans mon sport, dans ma pratique, comment vais-je savoir où j'en suis? Pour faire simple, lors d'une activité physique, si vous arrivez à parler sans pouvoir siffler ou chanter, c'est que vous êtes en dessous de ces 70%. Et c'est là que vous brûlez vos graisses. Lors d'un effort intense, le corps dépense le sucre, jusqu'au moment où il n'y en a plus de disponible. À partir de là, l'organisme va trouver une autre solution pour en produire. Et il va puiser dans nos réserves. Cette réserve de sucre s'appelle le glycogène. Le problème, c'est que lorsqu'il est déstocké de façon massive, une oxydation se crée. L'oxydation, c'est la rouille. Je vous en ai parlé déjà dans le premier épisode. Et en plus de cette oxydation, on va avoir des messages inflammatoires qui vont se diffuser dans le corps pour alerter. Ces messages inflammatoires sont appelés interleukine 6. Finalement, on obtient une inflammation globale qui est silencieuse. Le problème est que cette inflammation, hélas, perdure dans le temps, et cela même après l'effort. Le risque majeur associé est la blessure d'une part, mais aussi des problèmes digestifs. C'est pourquoi, dans des efforts intenses, il est important de rajouter des glucides simples pour éviter justement de puiser dans cette réserve de glycogène. Comme ça, vous éviterez l'oxydation et donc des inflammations et des blessures. Évidemment, si vous êtes diabétique ou si vous avez des problèmes de syndrome métabolique, restez sur des activités physiques modérées qui vont favoriser une consommation de gras et dans lesquelles l'eau seule comme boisson va être suffisante. Pour des activités plus intenses, je vais vous dire qu'une chose, c'est d'être suivi. Allez, revenons à nos boissons. Vous avez les boissons de l'effort, qui contiennent donc des glucides et des minéraux. Elles sont réglementées pour qu'elles soient isotoniques, c'est-à-dire que la concentration de la boisson est quasiment identique à celle de notre sang, ou sinon ces boissons peuvent être hypotoniques, c'est avec une concentration légèrement inférieure. À savoir, et c'est le petit moment do it yourself à faire à la maison, c'est que vous pouvez vous-même faire votre propre boisson isotonique. Pour cela, prenez 1 litre de thé vert qui va vous apporter donc l'eau et les antioxydants. À cela, ajoutez 2 cuillères à café de miel pour l'apport des glucides, 1/4 de cuillère à café de sel pour les minéraux et une orange pressée qui va vous apporter les vitamines, mais aussi des citrates. Mais c'est quoi ces citrates? Alors, les citrates permettent à notre organisme de diminuer l'acidité globale.
Retenez juste, pour le moment, qu'un corps acide entraîne des inflammations, des douleurs et des problèmes intestinaux. Maintenant qu'on a parlé d'hydratation pendant l'effort, il est temps de parler de l'après l'effort. Afin de vous permettre de récupérer plus facilement, il y a des acides aminés branchés que l'on appelle aussi BCAA. En fait, ce sont un ensemble de 3 acides aminés, la leucine, la valine et l'isoleucine, qui ont justement des propriétés dans la récupération musculaire. Dans le domaine des compléments alimentaires, les BCAA sont disponibles dans différents ratios comme celui de 2-1-1, 4-1-1, voire plus. Sur la boîte, il va être noté BCAA 2, 2.1, 2.1 ou 4, 1, 1, etc., etc. Ces chiffres représentent donc le ratio de ces 3 différents acides aminés contenus dans le produit. Le premier chiffre représente le dosage de la leucine. C'est l'acide aminé le plus important et utilisé pour la construction musculaire. Le deuxième chiffre représente la proportion d'isoleucine et le dernier, celui de la valine. Alors, plus le premier chiffre du ratio est élevé, et plus le dosage en leucine sera élevé, et plus le produit jouera un rôle important dans la construction musculaire et la récupération. Pour des efforts plus intenses, pensez aux boissons de récupération qui permettront de refaire notre stock de glycogène et le plein de minéraux. Les plus efficaces sont celles qui contiennent à la fois des glucides et des protéines. Enfin, pour les efforts de type explosif, comme la musculation, vous pouvez apporter 20 g de protéines, mais vraiment juste après l'effort, pour stimuler la synthèse des protéines musculaires et favoriser leur régénération. Et pour les personnes qui veulent perdre du poids, je dis attention, ne vous focalisez pas exclusivement sur la cardio. Si l'activité cardio est modérée, il y aura une perte de gras. Mais pensez à toujours inclure des activités physiques avec un travail de résistance, que ce soit au poids du corps ou avec des poids. Le but de ce travail de résistance, ça va être de développer du muscle. Alors attention, je ne dis pas que vous allez finir comme un bodybuilder. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas votre but. Peut-être pas pour tout le monde en tout cas. Mais vous allez développer du muscle qui, par lui-même et de façon tout à fait naturelle, va consommer plus d'énergie dans la journée. Explication. Lorsque vous dormez, lorsque vous ne faites rien, le corps dépense quand même de l'énergie dont il a besoin pour nourrir les muscles, le cerveau et l'ensemble de nos cellules. C'est ce qu'on appelle le métabolisme basal. Donc, plus on va avoir de muscles, plus la quantité d'énergie dépensée par le corps sans ne rien faire va être plus importante, ce qui est justement idéal dans l'objectif d'une perte de poids. Pour résumer, choisir une activité physique qui vous plaît, ça c'est le point le plus important. Si vous êtes un peu plus avancé dans l'âge ou s'il y a des problèmes de santé, voyez votre médecin pour faire un check-up et voir si l'activité que vous souhaitez faire est adéquate par rapport à votre état de santé. À côté de ça, donnez-vous des objectifs pour vous motiver qui soient spécifiques à vous, mesurables si c'est possible, atteignables et réalistes, et enfin inscrits dans le temps. Pour les personnes qui débutent complètement, voici l'exemple de routine que je peux vous proposer. 3 fois par semaine, faites de la marche où vous le souhaitez. Vous partez faire 25 minutes de marche à un rythme soutenu sans être essoufflé, mais où vous pouvez éventuellement parler. Et les 5 dernières minutes, on augmente la cadence. Dernière chose, hydratez-vous bien. Et enfin, les jours de repos, continuez à bouger d'une façon ou d'une autre. Et nous voici à la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute et vos encouragements. Abonnez-vous pour ne rien rater de mes prochains épisodes. Si vous avez apprécié, mettez-moi 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez-moi un commentaire ou une idée de sujet.
Et pour poursuivre notre conversation et retrouver plus d'informations, rejoignez-moi sur Instagram @nutrasantis. Allez, je vous dis à jeudi prochain.